Cette fois, c'est la bonne, le gouvernement Lecornu est le nouveau avant le prochain. Grâce aux efforts conjoints des députés LR et des députés socialistes, Lecornu va enfin pouvoir passer son budget magique. Et c'est un vrai budget de France Potemkin. Ça me sert à rien. Aucune réduction des dépenses publiques, des taxes à gogo pour tout le monde, y compris sur les malades. Ça, vous allez être matraqués et les dépenses publiques vont continuer de gonfler. Selon vos instructions, la vitesse de la séquence est accélérée. Alors attends vraiment les élus et les responsables politiques que nous méritons, et avec 57% du PIB consacré aux dépenses publiques en France, soit le double de la Chine ou du Venezuela sous Chavez, la France est-elle vraiment cet enfer néolibéral tel que nous le dépeint LFI ? La solidarité, vous en avez rien à branler, hein, bande de cons. Ou n'est-ce pas plutôt une terre sclérosée où jeunes et travailleurs sont sacrifiés sur l'autel du confort des boomers ? Voici Tati Daniel. C'est de toutes ces questions dont nous allons parler avec Louis-Marie dans un nouvel épisode de Jamais trop, pas assez. C'est à vous que je m'adresse particulièrement ce soir. Bonjour, c'est Louis-Marie. Et Seb Musset. C'est jamais trop. Pas assez. Bonjour Louis-Marie, ça va bien ? Comment tu vas bien ? Je vais bien comme toi. Je vais super bien. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Jamais trop pas assez, alors qui est entre une fois de plus encore alors qui est pas entre deux gouvernements, mais peut-être pas, on ne sait pas trop, parce que pour tout vous dire, on enregistre l'émission mercredi 15 au soir, et il y a un vote de confiance demain matin à l'Assemblée qui théoriquement va conforter Sébastien Lecornu, qui est donc renommé par Macron Premier ministre. Donc voilà, donc on fait une émission un peu à l'aveugle en tablant sur le fait que ce gouvernement sera conforté. Voilà, donc je te laisse Louis-Marie, on va débuter tout de suite avec ton édito. De quoi vas-tu nous parler cette semaine ? Eh bien, Seb, cher vous, il y a 5 ans, notre bien-aimé président déclarait que nous étions en guerre contre le virus. Aujourd'hui, il daigne nous informer que c'est contre la virus. Et tout cela en 2 temps 3 mouvements, hop hop, la narine frémissante, ni vu ni connu, fini les écouvillons dans le trou de balle, fermez les écoutilles et chargez sabre au clair, les pop-off vont voir ce qu'ils vont voir. La tactique est éculée et le pays est à plat. Avec qui veut-il partir au combat ? Avec les 20 députés qu'il lui reste ? Avec quoi ? Les frais de bouche de la mairie de Paris ? Qui veut y aller ? Sa femme peut-être ? Notre pays ne produit plus que du persiflage et du mensonge. C'est la Bérésina, du nom de la bataille du même nom où l'armée de Napoléon échappe aux forces russes déjà. Une bataille victorieuse, certes, dans une campagne perdue. Comme quoi ? Sinon, le 13 octobre 2023, un forcené tuait Dominique Bernard. Le 14 octobre 2022, une forcenée tuait Lola Daviet. Le 16 octobre 2020, un forcené tuait Samuel Paty. Sale mois d'octobre, prenez soin de vous. Merci Louis-Marie pour ton édito. Avant d'entamer le grand débat sur le gouvernement stop ou encore, on va faire une petite revue de presse un peu expéditive des affaires courantes de la semaine, hors gouvernement. Et c'est parti, tout de suite. S'il y en a un qui se lève, je raconte tout à la presse. Qu'est-ce que vous voulez que je foute de ça, moi ? Bon, on s'en fout, on n'a pas le temps, on prend tout, on choisira plus tard. Alors, tu parlais justement de l'anniversaire, le triste anniversaire de la mort, de l'assassinat de Dominique Bernard il y a 2 ans, donc. Et celui de Samuel Paty. Eh bien, nous avons eu droit à une superbe bourde du service de l'information de France Télé, pourtant si prompte à chasser les fake news et à crier service public à la désinformation sur les réseaux sociaux, qui s'est trompé. Alors, pas seulement une fois, je pensais que c'était que Léa Salamé aux 20h, mais c'était également Julien Bugier aux 13h le jour même. Donc, je vous résume l'histoire. Donc, Léa Salamé, la fameuse compagne de Raphaël Glucksmann, s'est donc trompée en annonçant l'anniversaire de la mort de Dominique Bernard, en disant qu'il avait été tué suite à la présentation de caricatures de Charlie Hebdo à sa classe, ce qui n'est évidemment pas du tout le cas. C'est pas lui. C'est pas lui, voilà. Boulette. Grosse boulette. Mais alors, moi, alors je me suis dit, c'est quand même étonnant, parce qu'au départ, je pensais que c'était juste une erreur de Léa Salamé. Comme je l'ai dit, c'est pas qu'une erreur de Léa Salamé, puisque la même erreur avait été faite dans le même texte, 7 heures plus tôt dans l'édition de 13h. Donc c'est vraiment... Alors ça veut dire déjà qu'ils ne se relisent pas, ce qui est quand même assez fou.
Qu'éventuellement, ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent, ce qui est encore plus fou. Je trouve ça assez dingue, parce que même nous, enfin, tu vois, c'est pas facile de présenter, mais bon, on essaye quand même de pas, quand on fait une boulette, on essaye de corriger le tir tout de suite. On est même prêt à dire qu'on s'est trompé, voilà. c'est dire. Donc déjà, l'erreur n'a pas été tracée 2 fois de suite, et ce qui m'interpelle aussi, c'est que cette erreur ait pu être écrite au départ. C'est-à-dire que je trouve que c'est une erreur qui est lourde de sens. Tu sais ce que ça me fait, ce à quoi ça me fait penser. Ça me fait dire que tout ceci, les 3 personnes, celui qui a écrit la nouvelle et les 2 personnes qui l'ont lu sans même comprendre ce qu'il lisait, une IA ferait aussi bien. Ah bah ferait mieux, en l'occurrence, ça ne serait pas trompé. Non, les IA se trompent, mais à la limite, quitte à écrire une connerie et à la faire lire par une créature générée par IA, on pourrait très bien se passer de Léa Salamé et de l'autre dont je ne connais pas le nom. Donc voilà. Non, mais surtout, moi, tu sais, moi je vois le diable dans les détails, hein, mais ce qui m'interpelle, c'est qu'en fait, c'est comme si, en fait, c'était une circonstance atténuante de montrer les caricatures de Charlie. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est normal, il a montré des caricatures. Tu vois, ça devient presque. C'est pas, on n'excuse pas, mais ça devient presque logique. Il a montré les caricatures, il s'est fait assassiner. C'est vrai, c'est presque mécanique. C'est l'argument. Elle l'a bien cherché. Ouais. Ses jupes étaient trop courtes. Ouais, il y a un peu de ça. Moi, c'est un peu ce qui m'a. Voilà. On va pas en faire plus là-dessus. Les profs vont encore se sentir protégés. Oui, ils vont retrouver leur dignité et puis aussi une fiche de paye digne de ce nom, c'est-à-dire un 10e de celle de Delphine Ernotte, un 12e même. Tant qu'on est sur France Télévisions, t'avais une petite croc. Je voulais en parler la semaine dernière parce que il faut saluer le travail de Marc Anderveld qui a un Substack. Alors Marc Anderveld, c'est un journaliste qui écrit des livres, notamment il a fait des enquêtes sur Macron. Donc il a un Substack et il a fait un article sur son Substack qui s'appelle The Big Picture qui parle du fameux rapport de la Cour des comptes sur France Télévisions. Et lui s'est intéressé à l'angle des producteurs, des animateurs producteurs. On en avait déjà parlé. Alors, on a déjà parlé, mais là, justement, de Léa Salamé. Alors ça touche Léa Salamé, justement, mais là, il y a tous les chiffres. Et sur les documents internes de France Télévisions qu'il a pu consulter, sur ces 3 milliards d'euros de budget en 2023, 943 millions étaient consacrés à l'achat et au financement de programmes. Et sur cette somme, 856 millions d'euros sont consacrés à l'achat de programmes à des producteurs et fournisseurs extérieurs. Ce qui est fou, c'est qu'en creusant, il s'aperçoit que le pognon est en fait capté par l'essentiel par quelques gros producteurs qui appartiennent à des groupes internationaux. On parle au départ d'un service public, quand même. Donc en 2023, France Télé a acheté pour plus de 100 millions d'euros de programmes à Media One. Alors par exemple, les talk shows C'est à vous, C'est l'hebdo, C'est dans l'air, bref, toutes les émissions politiques et de promotion culturelle qui te permettent de border l'opinion et en lui ouvrant le cadre du débat autorisé, en fait, en gros. Donc tout ça, c'est du privé. Donc Media One, c'est une boîte créée par Xavier Niel, Pierre-Antoine Capton et le fameux Mathieu Pigasse, dont on parle assez souvent, qui a dit qu'il mettrait toute son énergie à faire triompher les idées de gauche. Voilà. La gauche PS dont on va parler. Et donc France Télé représente une sacrée bonne affaire pour Media One, puisque c'est 40% de ses activités de la division française. 40% par France Télévisions. Donc voilà, ils ont quasiment... En fait, ils se goinfrent sur le service public. C'est son premier client en France. D'accord. On n'est pas prêt de privatiser... Enfin, si on doit privatiser France Télévisions, on sait où ça va tomber assez vite. Hein. Donc en résumé, 250 millions d'euros de programmes achetés seulement à 4 groupes. Moi, je dis, c'est pas très service public comme mission, ça. Ouais. Je vous invite à lire le blog le Substack de Marc Anderveld, The Big Picture, qui revient en détail sur cette affaire. Alors, tu peux nous emmener au Japon cette fois-ci. Voilà, au Japon, Sanae Takaichi, 64 ans, est devenue la première femme élue au poste de Premier ministre. Alors, pour aller vite sur son cas, elle est hostile au mariage homosexuel, elle est partisane d'un contrôle ferme des frontières et de l'immigration. Donc, hélas, pour certains .E.S, dans la famille Les gars de la Marine, elle est plus Le Pen que Tondelier. Marine Tondelier qui se fait beaucoup d'amis cette semaine avec ses petites subtilités sémantiques. Sémantique, c'est un plat. En plus, c'est pour la première fois de ma vie que j'ai défendu Marine Tondelier sur les réseaux, parce qu'elle a utilisé le mot de déportation sur un... Traduction de déportation. Non, mais je comprends. Je pense que l'hypothèse la plus vraisemblable, c'est que ce soit une conne. Hein. Mais la traduction déportation en anglais, ça a plein de sens qui sont vraiment loin d'être que celui de la déportation des Juifs. Expulsion. Voilà. Le terme qu'il faut utiliser pour traduire déportation quand on parle des retours aux frontières, c'est expulsion. Si tu prends littéralement le truc, le texte anglais, effectivement, c'est marqué déportation. Oui.
Donc voilà, j'ai défendu Marine Tondelier, mais je l'ai vite regretté. Donc, j'aime bien être un peu justifié sur les réseaux. Sémantique toi-même. Modération. Sémantique toi-même. Alors, à propos de justifier sur les réseaux, on va passer à Anne Hidalgo. Le Conseil d'État, on apprend que le Conseil d'État met fin à la procédure concernant ses notes de frais au motif de il n'y en a pas. Voilà. Circuler, il n'y a rien à voir. Circuler, il n'y a rien à voir. Donc, l'Union parisienne, qui est à l'origine de cette affaire, se dit consternée par la position du Conseil d'État et dénonce un véritable manque de transparence sur les frais engagés. Tu m'étonnes. Alors moi, j'en ai profité pour aller m'interroger sur ce qu'était vraiment le Conseil d'État. Alors, le Conseil d'État. Combien de personnes ? Combien de personnes ? Eh bien, c'est compliqué. Même ChatGPT a du mal. Donc en gros, on va dire, lui, il me fait une estimation à environ plus de 1000 personnes au Conseil d'État. Waouh ! Voilà. Je ne sais pas quel est le salaire, je n'ai pas demandé quel est le salaire moyen, mais... C'est pas le service de sécurité qui doit coûter le plus cher. Voilà. Alors le budget, on a le budget approximatif du Conseil d'État en 2025, 1,5 milliard. Waouh. Alors, le Conseil d'État est une institution unique au monde. Une fois de plus, on est les seuls à l'avoir. C'est à la fois un juge suprême et un conseiller juridique du gouvernement. En fait, c'est le juge des juges. C'est une sorte de truc fumeux qui a été créé, alors sous Bonaparte, je crois, pour corriger un truc qui déconnait. Au lieu de réparer le premier truc qui déconnait, on a créé un autre truc pour contrôler le truc qui déconnait, au lieu de le réparer. Voilà. C'est l'idée, si le moteur de ta voiture déconne, on ne le change pas, on en met un autre. Voilà. mais avec avec le temps, c'est devenu de plus en plus un acteur politique, une sorte de contre-pouvoir. On va dire quand la droite est au pouvoir, il y a un peu plus de gauche, quand la gauche est au pouvoir, il y a un peu plus de droite. C'est lié au fait que le Conseil d'État a recyclé énormément de gens de cabinets ministériels, un peu au chômage, on va dire. Donc quand ils sont plus au ministère, ils basculent au Conseil d'État. Et réciproquement, j'imagine, quand leur bord revient, donc alors, ils font des allers-retours. Ce qui fait qu'on a de plus en plus de décisions du Conseil d'État qui vont dans le côté du respect des engagements climatiques, et avec notamment des condamnations, et ça se traduit par des amendes applaudies par la gauche et les écolos, des amendes contre le gouvernement parce qu'ils n'ont pas respecté ceci, cela. Voilà. Donc ils ont aussi obtenu la facilitation de l'obtention des titres de séjour et ont critiqué les schémas de maintien de l'ordre du gouvernement. Donc on y retrouve beaucoup de personnel reclassé des précédents gouvernements et chefs de cabinet entre autres, et notamment... Et dis-moi qui est le vice-président de ce Conseil d'État. Didier Roland-Tabuteau, ami d'Anne Hidalgo, et ancien chef de cabinet de Michel Rocard, et qui est donc... et aussi d'Aubry, Evin, Kouchner, ça fait bref, partie. voilà. De là à dire que la mafia s'entre-protège... De là à dire tous pareils, tous pourris... On va le dire. On va le dire quand même. Je pense qu'on peut le dire. Te crois-tu ? Moi, je te trouve... tu es chafouin avec notre belle démocratie. J'ai passé une mauvaise semaine, c'est pour ça. Moi, j'ai décidé d'être dans l'international parce qu'en Hollande, sais-tu ce qui se passe ? La Hollande, c'est le pays du business, du beau business. Nexperia, qui était une petite filiale du géant de la tech hollandais NXP, écoute, il s'avère qu'en 2018, elle a été vendue aux Chinois pour quelque chose comme 3,6 milliards, et c'est un petit bijou du semi-conducteur. Sauf que 7 ans plus tard, les Hollandais s'aperçoivent que c'est peut-être une bêtise, alors ils ont ressorti un vieil argument, un vieil article de loi qui datait de la guerre froide, et hop, ni une ni deux, comme le gamin énervé qu'ils sont, ils ont récupéré leurs jouets, comme ça, sans payer. On imagine que les Chinois qui viennent de restreindre très très fort les exportations de terres rares vont se laisser faire, mais on l'imagine très fort. Ah, c'est du James Bond en fait. Oui, on est dans un James Bond en mieux. Et nous, pendant ce temps-là, on discute de l'âge de la retraite. On rajoute 3 semaines, on enlève 3 semaines. Voilà. Eh bien, écoute, as-tu d'autres nouvelles dans la presse ? Moi, j'arrive un peu au bout. Oui, moi j'ai 2-3 petits trucs. Alors, j'avais une question, par exemple. Qui a dit « Le président de la République ne devrait pas pouvoir rester s'il avait un vrai désaveu en termes de majorité ?» Je sais pas, Danny Boone ? Emmanuel Macron, le 18 mars 2019, lors du grand débat consécutif au mouvement des Gilets jaunes. D'ailleurs, on va écouter ça, tiens. Si on allait au bout de la logique, c'est que le président de la République ne devrait pas pouvoir rester s'il avait un vrai désaveu en termes de majorité. En tout cas, c'est l'idée que je m'en fais et qui est la seule qui peut accompagner le fait d'assumer les fonctions qui vont avec.
Voilà, bon, il n'a aucun problème à changer d'avis. De toute façon, on sait très bien que Macron est capable de dire tout et son contraire. Sinon, moi, j'ai une nouvelle qui va intéresser beaucoup nos auditeurs. Il est prévu dans le projet de budget de Lecornu 2 la suppression de la niche fiscale qui exonère les prix Nobel de l'impôt sur le chèque qu'ils touchent pour récompense. Ah merde, alors, comment je vais faire? Bah voilà, je suis désolé, il va falloir que tu te défiscalises ou que tu touches plus ton chèque. Mais là, je pense que la France est sauvée. Ça y est. Ça y est. Bien, très bien. Écoute, puisque tu parles du gouvernement, je pense qu'il est l'heure, parce qu'on s'est appesanti sur cette revue de presse, mais de passer au grand débat du jour. Le temps de boire un peu de tisane, se reprendre un peu de force, un petit jingle, et on est parti sur le débat gouvernement, stop ou encore. Ah bah dites-moi mes braves, vous êtes du pays? Je peux pas aller à la cave. Mais si, on serait mieux pour causer. Pour causer de quoi? De tout, de rien. Dis donc, on a modernisé les jingles. Oui, ouais, c'est très bien. J'ai trouvé un petit compositeur là qui prend pas cher. Fais-moi confiance. Donc, bon, alors, comment résumer tout ça? On est déjà à 2 émissions en une semaine sur ce putain de gouvernement. Alors déjà, moi, je dis déjà... Il faut qu'on crée une unité de temps, puisque là, nous sommes à peu près à un Lecornu de la censure. C'est-à-dire à 14h, demain, il y a un vote de censure. Enfin, il y a une motion de censure qui sera votée à 9h à l'Assemblée, et nous sommes environ à 14h de ça. Donc, c'est une unité de temps. C'est pas complètement une demi-journée. 12 heures, c'est un peu plus. Ça s'appelle un Lecornu. Au moment où on enregistre cette émission, nous sommes mercredi 15. Il est, on va dire, 18h. Donc, demain, si vous regardez cette émission dans le futur, très probablement, puisqu'elle est enregistrée, demain sera peut-être un autre jour complètement différent, mais vu l'état du positionnement des forces, a priori, le gouvernement va tenir demain. Oui, d'après les projections. Alors, à moins d'un énorme coup de théâtre. Ils sont à une dizaine de députés qui voteraient la motion de censure. Donc, cette dizaine de députés, elle va se trouver chez les socialistes, évidemment, qui ont annoncé que, puisqu'ils ont obtenu gain de cause, alors, je te juste député PS de l'Eure, Philippe Brun, qui plastronne, comme ça, il dit, c'est la première victoire du mouvement social depuis le CPE. Quelle manifestation a obtenu la suspension d'une réforme depuis? Les socialistes ont été le prolongement du mouvement social. Donc voilà, les socialistes plastronnent. Et j'avoue que Marine Le Pen m'a fait rire, elle commence à sortir les dents. C'est elle qui dit, le PS s'est vendu et le LR s'est donné. Bon, on va revenir là-dessus, mais voilà, le PS a obtenu de se tenir calme contre une suspension de la réforme des retraites. À parler de data, on va commencer sur une data simple. On vient d'exploser un nouveau record avec 130 ministres en un seul mandat pour un mandat sur le deuxième mandat. Là, 130 ministres pour Macron. Il a été assez calme lors du premier, d'ailleurs. Ouais, mais là, 130, c'est quand même quand on dit qu'il faut réduire. Pour réduire les dépenses. Là encore, il y a encore 34 ministres dans ce nouveau gouvernement. Mais pourquoi, en fait? Et alors qu'il en avait 18 dans le précédent. Le Cornu 1, 18 ministres, il en a 34. On pourrait en avoir 5, ça suffirait. De toute façon, moi j'ai dit, on pourrait avoir une IA, ça gérerait mieux le truc, honnêtement. On en revient au débat qu'on a eu la semaine dernière. Alors, sur le fond, donc tu l'as dit, les PS ont vendu leur cul pour la suspension de la réforme des retraites, suspension provisoire jusqu'à la présidentielle. Et suspension, ça ne veut rien dire. Oui, et puis comme on l'a dit, ça ne veut rien dire. On n'a pas les termes, on n'a pas encore. Il y a possiblement une entourloupe derrière. Il y a une entourloupe, c'est Pierre Gentillet qui signale une entourloupe possible. Il faudrait en fait une nouvelle loi, parce que là, les décrets d'application ont été promulgués, la loi est en activité, la loi est active. Donc là, il y a des gens qui la subissent. Donc la suspension, ça veut dire une autre loi. On ne peut pas dire, tiens, j'arrête la loi. Tu vois, c'est un état de droit, il y a quelques règlements. Et donc, une suspension, ça veut dire une autre loi. Et là, il semble que Lecornu ait dit non et qu'il veuille faire passer un amendement dans le projet de loi des finances de la sécurité sociale. Donc, obliger le PS à voter le tout. Oui. Voilà, c'est ça l'entourloupe qui a l'air de se dessiner. Donc, de toute façon, à partir du moment où tu te vends jusqu'au bout. Moi, ce qui me fascine, c'est que, on l'a dit, d'un seul coup, une réforme qui était indispensable. J'ai encore revu les vidéos de Borne à l'Assemblée il y a 2 ans. J'engage vous êtes irresponsable. Et cette réforme indispensable devient maintenant, oui, on peut en discuter, oui, voilà. C'est quand même fabuleux. Tu notes que donc, Lecornu va... proposer une conférence sur les retraites, sachant que Bayrou a proposé un conclave. Donc là, c'est le manager qui est toxique, qui propose réunion sur réunion. Donc il sort strictement rien.
Effectivement, mais cette réforme était indispensable, mais elle a servi à augmenter les pensions. Ça y est, elle a déjà été dépensée, donc là, on a encore un trou. Alors j'ai regardé son discours politique général, tu vois, comme quoi. Ça a été rapide, pour une fois, c'était une chose assez rapide, ça a été expédié en une demi-heure. On sentait qu'il avait envie, le cornu, de s'en débarrasser du truc. En fait, il a à peu près dit tout et son contraire. C'est-à-dire il faut travailler, mais il faut pas repousser l'âge de la retraite. On va réindustrialiser la France avant la présidentielle. Je te jure, il l'a dit. Il a dit ça. Ouais, il a dit ça. Wow. C'est du en même temps au cube. Tu vois, c'était la voix de son maître. C'était la voix de son maître. En gros, je vais encore plus dépenser en faisant des économies. On va tous être heureux dans un pays de retraités, mais au travail, dans ce pays qui sera réindustrialisé avant la présidentielle. Bon, j'ai un peu perverti le truc, mais ça, il l'a vraiment dit. La réindustrialisation avant la présidentielle. Laquelle réindustrialisation est donc en cours depuis 8 ans et n'a toujours rien donné. Il y a eu plus de 6000 des dépôts de bilan d'entreprises. Là, on est en train de battre des records. Là, honnêtement, ça fait 9 mois que je cherche du boulot. J'ai jamais vu ça. Depuis 2 mois, là. Depuis un mois. Depuis un mois, il y a tout simplement plus d'annonces. D'accord. Voilà, il n'y a plus d'entreprises qui cherchent. Voilà, donc... Avant, tu avais 25, 30 annonces par jour. Tu en as 2, 3. Bon. Donc voilà, donc je pense que ça va très très mal. Il y a vraiment un ralentissement. J'ai des échos de potes qui ont des boîtes. Ça sent très mal. Ça sent très très mauvais là. Tu te souviens de Bruno Le Maire qui disait tiens, c'est marrant, la TVA n'a pas donné autant que ce qu'on prévoyait. Parce que ce qui se passe, c'est que les boîtes ferment, n'embauchent pas. Donc les gens. Alors, je crois que c'est... je ne sais plus qui a dit oui. Il y a de l'incertitude. Donc, c'était pour dire il ne faut pas voter la censure. Il y a de l'incertitude et c'est à cause de ça que les gens ne consomment pas. Non, du genou, c'est parce qu'ils n'ont plus de pognon. C'est pas à cause de l'incertitude. Donc ce déni budgétaire de la philosophie que je ne comprends même plus, parce que alors, le seul truc à comprendre, c'est qu'en fait Macron veut rester là, les députés qui sont en poste veulent garder leur salaire, et que c'est qu'il y a que ça qui compte. Voilà, c'est tout. Il y a pas d'autre, il y a pas d'intérêt de la France, il y a pas de non, c'est chacun pour sa gueule. On veut garder nos postes de députés et il faut que ça tienne le plus longtemps possible. Je trouve que celui qui résume le mieux là ce qu'on vient de dire, c'est Jérôme Rodriguez sur X. Il a dit en haut on se bat pour des fauteuils et en bas on se bat pour des couvertures. Voilà, je crois que c'est tout est dû. Effectivement, ils se battent pour conserver, alors pour survivre en fait, parce que c'est une survie, là vraiment, c'est pas comme si tout allait aller bien. Ils se battent pour tenir un petit peu, encore 1 an de plus, 2 ans de plus, et plus ils se battent pour survivre, et plus la chute va être violente. Il y a ce déni, parce que là, clairement, il faudra qu'on me reparle de la cohérence de voter un budget pour assurer les agences de notation en aggravant ce budget, parce que c'est un budget encore aggravé qu'on va voter, puisque et en faisant plaisir aux 18 millions d'électeurs, voilà. Boomers, retraités. Donc, et surtout... tu parles de survie, oui, mais alors c'est vraiment du calcul à très court terme, parce que je donne pas cher en fait de la solidité de ce gouvernement. Moi, à mon avis, si ça passe demain, ça sautera dans la foulée pas longtemps après. Ça ne peut pas tenir parce qu'on est toujours sur des fondements de merde. Et surtout, il y a les municipales en embuscade. Et là, moi, tous les retours que j'ai alors, ce qui est fou, c'est que c'est à droite et à gauche. C'est vraiment les LFI se mettent vraiment là. Je crois que la détestation du PS est totale. Pour une fois, alors c'est la première fois que ça m'arrive, mais je suis complètement aligné sur certains propos des mecs LFI. Et LFI se prépare à torpiller le PS au municipal. Le RN va faire la même chose avec les LR. C'est pas sûr, ils sont moins implantés. Les LR, mais bon, mais bon, en fait, ils vont pas. Le PS va perdre beaucoup dans cette histoire. Le LR, ils vont perdre. Alors, ils vont peut-être garder leur poste de député, mais je pense que là, ils ont quand même fait un calcul, parce que tout ça est parti quand même de la défection de Retailleau, qui voulait pas voir le maire dans le gouvernement, et qui se retrouve à voter pour la suspension des retraites. Tu vois, les mecs la loose. Et en perdant, au passage, ils ont perdu tous leurs ministres. Tu vois, le calcul, c'est soit ce mec-là est un surhumain et j'arrive pas à saisir sa logique, soit ce qui me semble être une hypothèse plus simple, c'est un idiot qui, effectivement, comme tu dis, dans une survie immédiate. Il faut qu'il y ait un budget avant décembre. Il n'y a pas d'obligation de budget. C'est ça qui est fou. Il n'y a pas. Ils essaient de faire une urgence de budget. C'est pas un problème s'il n'y a pas de budget. On reprend celui de l'an passé. On fera des économies. Et ils le présentent comme si on était aux États-Unis, où là il faut un budget, mais on n'est pas aux États-Unis. Donc effectivement, le budget est reconduit à l'identique une année sur l'autre. Alors ça pose un souci sur les barèmes d'impôts, mais
Oui, non, il n'y a pas d'urgence et il n'y a pas d'instabilité. Et les gens n'ont pas cessé de consommer parce qu'ils étaient dans l'incertitude. C'est simplement que la France s'appauvrit. Et comme le dit si bien Jérôme Rodriguez, en bas, donc là, l'hiver arrive, on commence à avoir des problèmes de chauffage. On a du mal à chauffer. L'énergie coûte de plus en plus cher, sans raison, puisque nous, on a de l'énergie nucléaire qui ne devrait pas coûter aussi cher. Ça ne devrait pas coûter cher. Ça ne devrait pas coûter aussi cher. Alors le gaz, évidemment, puisqu'on a torpillé notre connexion avec la meilleure source de gaz. Voilà, donc on s'est foutu dans la merde et puis on est en train de discuter, allez, suspension, pas suspension de la réforme des retraites, mais combien de temps? Tu sais, c'est autant suspend ton vol. Oui, d'accord, mais combien de temps? Donc on va lui donner combien de temps à Le Cornu 2? À Le Cornu, on lui donne combien de temps? Moi, je pense qu'avant la fin de l'année, c'est fini cette histoire. Ouais. Voilà. Ça tiendra jusqu'au budget éventuellement. De toute façon, ils n'ont pas besoin de plus. Oui. Il n'est plus rien de prévu. Donc oui, non, ça change. Non, mais là, de toute façon, je te dis, une fois de plus, on est dans la continuation du déni français, parce que là, franchement, on est en train de rater tout. On a raté, ce pays a raté tous les trains depuis tout le temps, depuis que je suis ado, en fait, on a raté tous les trains. On a fait une construction européenne, mais on a raté tous les trains technologiques. On a raté Internet. On a raté l'explosion du numérique. Tu parles de train, on est même en train de rater le train. On l'a perdu. On l'a plus. Puisqu'on avait le TGV, on avait le train le plus rapide du monde. Aujourd'hui, les Chinois font des TGV plus vite et moins cher. Et on est toujours là en train de se dire, ouais, il faut qu'on tienne. Notre projet, c'est des retraites. Voilà, c'est la retraite. Ouais, la retraite. Jusqu'à peu, on disait quand même, oui, l'économie de la connaissance. C'est fascinant. La retraite de quoi? Il n'y a plus personne ne bosse. Il y a quasiment la part des actifs diminue. Et le seul poste là où on recrute vraiment, c'est des soignants et des torches-culs pour les retraités. Justement, c'est dans les aides à la personne, c'est-à-dire ces travaux, ces boulots mal payés, dans lesquels il n'y a aucun gain de production à espérer. Et l'IA va débouler là-dessus va mettre fin à un certain nombre de précaires à 2 bac plus 5, qui est le nouveau précaire. Oui, c'est clair. Voilà. On est devenu une sorte de grande EHPAD. Avec aucune vision. C'est-à-dire et même je te parle, il n'y a plus de stratégie. Quand je pense au commissariat, au plan, il n'y a pas de stratégie. Et là, on voit que même en termes de tactique, c'est pourri aussi. Donc c'est fascinant. Et ça veut faire la guerre. Imaginez, ça veut faire la guerre à un pays qui est en guerre depuis 3 ans. Donc autant dire qu'ils sont chauds, quoi. Non, laisse tomber. Bon, on va pas accabler ce pauvre gouvernement d'incapables, Le Cornu. En tous les cas, moi je dis félicitations à Naïma Moutchou qui a réussi à être nommée dans 2 gouvernements puisqu'elle était dans Le Cornu 1 et qu'elle est dans Le Cornu 2. Déjà. Et déjà que je pense sa valise est prête. Toute cette expérience accumulée au fil des semaines. C'est Naïma Moutchou, des heures. Que personne ne connaissait et que maintenant on va découvrir. Alors elle était à l'IA et je crois qu'elle est à l'outre-mer parce qu'en plus elle est multitâche. Bah oui, de toute façon. Multitâche. Quand tu es incompétent, tu peux être incompétent dans plein de domaines. C'est comme parfaitement. Oui, quand tu apprends à l'ENA ou à Sciences Pipo à te torcher des thèses, antithèses, synthèses sur n'importe quel sujet. Tu peux raconter de la merde sur tout ce que surtout, mais avec aplomb. Voilà, un peu ce qu'on essaye de faire modestement. Voilà. Alors, on va parler quand même de ce budget, parce qu'on a quand même quelques infos sur ce budget, parce que ce budget voté par les socialistes, quand même, il est mouse costaud. Donc, bon, alors évidemment, 16 milliards de hausse d'impôts. 16 milliards de hausse d'impôts. Voilà. Ah, quand même. Voilà. De toute façon, un budget où on n'augmente pas les impôts, c'est pas un budget. C'est un mauvais budget. C'est pas un budget. Non, c'est pas un budget responsable. Voilà. Donc, alors, on va quand même noter le gel des APL. C'est très socialiste, ça, comme mesure. Ça, c'est bien de gauche, ça. L'augmentation de la franchise sur les médicaments de 1 à 2 euros par boîte. Encore une mesure de gauche. Voilà. Et de 2 à 4 euros pour chaque consultation chez le généraliste. Et chez le dentiste aussi. Il me semble que le dentiste aussi, ça y passe. Ouais, voilà. Et alors, le top du top, c'est quand même la proposition de fiscaliser les indemnités journalières pour affection de longue durée. Voilà. Maintenant, c'est une TVA sur le cancer, en fait. Voilà, c'est ça. Mais ça, c'est un des rares domaine où on est vraiment très bon en France. Le cancer. Non, on se défend. Mais sur l'inventivité, en termes de fiscalité, je pense qu'on est... Non, on est bon. Déjà, la TVA est une invention française. Ouais. Et en termes d'impôts, en termes de fiscalité, c'est dommage qu'on n'ait pas pu vendre le brevet de TVA parce que là, on serait riche à millions, voire 1 milliard.
En termes de fiscalité, effectivement, on a réussi à inventer la TVA. Je pense qu'on a inventé l'impôt sur l'impôt, puisque tu sais que tu as une partie de tes impôts qui sont avant CSG, après CSG, donc tu payes de l'impôt sur l'impôt. Non, c'est... Il y a aussi également, je l'ai oublié, la baisse du salaire des apprentis et la revalorisation, évidemment, des retraités. Mais oui, parce qu'ils travaillent. Alors, c'est du délire. Il a quand même osé quelque chose qui est incroyable, c'est qu'il va raboter les fameux 10% d'abattement pour frais professionnels des retraités. Hein, oui. Tu peux voir qu'ils vont l'abandonner, ça, tu vas voir. Mais il veut le remplacer par quelque chose de fixe. Enfin, tu vois, il tortille un peu du cul sur cette histoire. Ils sont quand même un peu mous du genou. Donc, bref, en résumé, une augmentation de l'emprunt de 310 milliards d'euros pour 2025. Voilà, des finances saines. Voilà, de bons pères de famille, comme disait Raffarin. C'est bien géré, 1 milliard par jour. Ouais. Et la culture, alors là, les cultureux, vous allez encore manger parce que le budget est à nouveau revu à la baisse. Et vu qu'il y a des tas de régions qui commencent à couper, je vois passer des tas d'annonces de festivals, de librairies autonomes, autogérées, d'associations qui sont en train de dire waouh, il n'y a plus de pognon et qui mettent la clé sous la porte. Donc là, ça va manger la culture, je vous le dis. Donc voilà, moi sur la forme, je t'avoue que je fatigue un peu. Par rapport à je n'ai pas le souvenir. Si peut-être j'ai eu des vagues souvenirs de valses comme ça, pas de Manuel, mais de valses politiques comme ça au moment de la primaire à droite. Il y avait eu ça avec la coco. Mais c'était pas à ce point-là. Puis c'était pas aussi grave. C'était pas au gouvernement. C'était à l'intérieur des partis. Non, mais en termes de ridicule. Mais ce qui est marrant, c'est que tu te rends compte qu'on vient d'une époque où la plus grosse valse politique qu'on ait eue, c'était la cohabitation. Alors, et ça a été la dissolution ratée de Jacques Chirac, orchestrée par Dominique de Villepin et remportée par le PS, ça a été la plus grosse valse politique qu'on ait eue. Ouais, mais c'était quand même, ça a duré... et ça a duré 2 ans. 5 ans. Oui, la cohabitation, celle de 97, elle a duré 5 ans. Voilà, c'était ça. C'était le plus gros truc. On était quand même dans un monde qui était, pour le coup, d'une extrême stabilité. Donc, ces gens qui ont mis fin à la stabilité nous disent non, mais gardez-nous, nous sommes les gens stables. Il faut tenir le cap. Il faut tenir le cap. Ouais. Ok. Je ne prêterais même pas mon vélo, mec. Il serait capable, d'abord, il va le vendre. Finir dans le canal, ça marche. Alors attends, parce que j'ai quand même Boris Vallaud qui déclare à l'Assemblée nationale, s'il n'y a pas de suspension de la réforme des retraites, il n'y a pas de gouvernement. Vas-y Boris, vas-y, on y croit très fort. Remarque, il y a Laurent Wauquiez, pareil, le miroir, Laurent Wauquiez à droite, pour qui donc donne la consigne de la non-censure du gouvernement aux députés LR, affirmant que personne dans le groupe ne peut voter la censure. Voilà. Wow, donc personne. Je ne veux personne qui vote la censure. Donc, alors en plus, il y a une histoire que Retailleau a été viré, où les ministres qui sont rentrés au gouvernement sont plus dans LR. Enfin, LR, c'est qui ? C'est quoi ? Alors, ce qui est fascinant, ce qu'on peut dire en synthèse, moi, ça m'a rappelé le nouveau Front populaire, enfin la Nupes. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce beau monde, LR, PS, vont se joindre ensemble pour sauver le système, donc sauvegarder Macron pour combattre ses idées. Oui, c'est ça. Voilà. Et effectivement, et éventuellement voter une motion de censure avec le RN, mais contre le RN. Voilà. Il y a ça aussi. Ils vont nous refaire le pataquès de... le pataquès de voilà. de l'Union européenne. C'est quoi, no fascismi tutti passaran, là, je sais pas ce qu'il déclare. Parce que c'est même pas en français, la lutte contre le fascisme. Donc, oh là 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 là. Donc voilà ce qu'on pouvait dire, je pense, à date, donc mercredi 15 à 18h30, sur ce gouvernement entre 2, entre 3, entre 4, on ne sait plus très bien, une sorte de flou artistique qui sera très intéressant. Je pense que toutes ces émissions et toute cette époque sera très intéressante à revoir dans quelques années. On le fait quasiment pour les générations à venir. C'est pas des émissions en direct qu'on fait, c'est des émissions pour l'histoire. C'est pour le futur. Donc voilà, je pense qu'on peut boucler ce petit passage-là sur le gouvernement et continuer tranquillement notre émission. Alors on va, pour nos abonnés podcast, on va faire la chronique que vous attendez tous, des losers du rock. Et nous, sur YouTube, on va rester sur la culture.
Ouais, sur les losers du rock, tu vas nous parler de quoi cette semaine? Alors là, je t'ai fait un feu d'artifice de loser. Ok, donc feu d'artifice de loser du rock sur la version podcast, donc Spotify, Apple Podcast, Ocha, Deezer. Et nous, sur YouTube, on passe à la culture. Je vais faire un petit brief cinéma. La culture, je suis entièrement pour seulement. Mais qu'il est con ce monde, tu vas faire attention, non? Je regarde ce que tu me fais faire, connard. Et pour cette page culture, je vais faire un petit erratum par rapport à une émission précédente où je vous avais parlé de Toxic Avenger. Oui. Tu m'avais presque donné envie d'y aller, c'est dire. Non, je réitère, le Toxic Avenger d'origine de la Trauma Picture de 1985 est un chef-d'œuvre. Spécial, mais un chef-d'œuvre. Et donc, il y a eu un remake dont on a parlé pour des raisons économiques il y a 2 ou 3 émissions, que je n'avais pas vu à l'époque, et je l'ai vu depuis. Et je vous le déconseille formellement. C'est très très mauvais. C'est vraiment c'est très mauvais. Je ne peux pas dire autrement. C'est une trahison complète du film original. Ça n'a pas de saveur. C'est inutilement gore. Les effets spéciaux sont même pas terribles. Ça a perdu toute la saveur punk du Toxic d'origine. Voilà, c'est très Netflixisé, on va dire. Voilà, il y a des tentatives de rébellion, mais on sent qu'il y a des studios derrière, quoi. Voilà, donc c'est une grosse contradiction. Donc, Toxic Avenger, c'est l'original, pas le remake. Ok. Voilà. C'est comme le cornu, hein. Voilà, et pas le 2. Voilà, pas le 2. Et sinon, alors j'en profite, c'est une page de culture très improvisée. J'en profite, il se trouve qu'en ce moment sur Arte est diffusé en VOD un film polonais qui s'appelle I.O. de Jerzy Skolimowski. Jerzy Skolimowski, c'est un vieux cinéaste polonais contemporain de Polanski, c'est un peu la même veine, mais il a eu une carrière beaucoup plus moins glorieuse que Polanski, on va dire plus underground que Polanski, mais il a tourné également à l'international, en Angleterre, aux États-Unis, et là, depuis une quinzaine d'années, là, il retourne dans son pays, en Pologne, il fait des films en Pologne, et là, il a fait un film qui s'appelle I.O., il y a 2-3 ans, qui était au Festival de Cannes, que je n'avais pas vu à l'époque, c'était pendant la fameuse époque du pass sanitaire, et qui est vraiment un très bon film. C'est l'histoire complètement dingue et à la fois très simple d'un âne. Donc c'est l'histoire d'un âne et c'est vu à travers les yeux d'un âne. Il y a 4 lignes de dialogue dans ce film. C'est superbe, l'image est superbe, c'est très très beau, c'est vraiment très bien filmé, c'est très inventif et c'est très émouvant. On s'ennuie jamais. J'ai une petite réserve sur la dernière partie du film où il y a une apparition d'Isabelle Huppert. On ne sait pas trop ce qu'elle vient foutre dans le film, mais je pense que c'était pour vendre un peu le film plus facilement. Mais le film est vraiment très bien. Ça m'a rappelé un peu au hasard Balthazar de Bresson. Je ne sais pas si tu as vu, c'était dans les années 60. Non, je me souviens de l'histoire. C'est un peu, mais voilà. Je me souviens d'avoir entendu parler de ce film. Et donc I.O. actuellement sur la plateforme VOD d'Arte, je vous le conseille chaudement. Pour moi, c'est un des meilleurs films que j'ai vu cette année. Voilà. Ok. Alors il y a quand même, j'ai dit, on a une petite rubrique nécro. Encore? Qui est mort? Qui est donc mort cette semaine? T'es même pas au courant, alors assis-toi bien, mon chéri. C'est Diane Keaton qui nous a quittés le 11. Diane voilà. Keaton, oui, j'étais au courant. L'un des plus beaux sourires, Annie Hall, de Woody Allen. C'est un peu comme Redford, c'est des gens qui étaient très très populaires dans les années 70, 80, plutôt 70. Alors, Diane Keaton, évidemment, c'est ses collaborations avec Woody Allen. Je veux dire que je pense qu'elle a... Dans le Annie Hall, son sourire, elle est extraordinaire. Je pense que c'est... Elle et Mia Farrow sont les deux artistes féminines qui ont le plus collaboré avec Woody Allen. Elle est également dans Le Parrain. Ça, bon, je sais qu'elle a fait des films en tant que réalisatrice. Après, elle a obtenu quand même. Elle a été réalisatrice, mais elle a obtenu un Oscar pour un film à la recherche de Mr. Goodbar. Oui. Voilà. C'était sur des. Oui, je l'ai vu. J'ai vu ce film de Richard Brooks. Il me revient à l'esprit là un film où elle joue avec Woody Allen, qui est pas un film de Woody Allen très très connu, qui a fait un de ses premiers films. C'est bien avant Annie Hall. S'appelle Woody et les robots en français. Oui. Sleeper en anglais, où elle est très très drôle. C'est une comédie, c'est complètement burlesque et c'est un très bon. Moi, je trouve c'est un film qui se passe dans le futur en fait. C'est la version de Woody Allen d'Hibernatus et elle joue la compagne de Woody Allen. Il est excellent, ce film. J'aime beaucoup. Moi, j'avais vu Annie Hall, j'avais adoré. Et il y a Guerre et Amour aussi. Guerre et Amour avec Dan Keaton. De toute façon, tous ces films entre 70 et 75 de Woody Allen avec Dan Keaton sont tous excellents.
Voilà, de Sleeper à Manhattan, ils sont tous très très bons. De là à dire que le meilleur Woody Allen, c'est Diane Keaton. Bon, alors page culture aussi, Nécro, bon, je suis obligé d'en parler aussi. Alors ça vient, c'est tout chaud, ça vient, enfin c'est tout faux, ça vient juste d'arriver. C'est la mort de D'Angelo. Ah oui, hier, voilà. Qui est New Soul. Ouais, qui était c'est très artiste majeur en fait de par son influence et de la façon dont il a pris un peu à contre-pied le R&B. Et le New Soul, il est plus inspiration gospel, et il a fait 2 albums un peu coup sur coup à la fin des années 90 qui sont des chefs-d'œuvre, et on attendait vraiment beaucoup de lui, et il a pas disparu parce qu'il a fait plein de collaborations sur des albums, des machins, mais enfin il était un peu en dilettante en fait, il tournait très peu, et il a refait un album là il y a 15 ans après, donc en 2015, une dizaine d'années déjà, qui est très bien aussi. Il a retourné à ce moment-là, il est allé au Festival de Montreux, il a fait pas mal de concerts à ce moment-là. Toujours vraiment moi j'étais pas un grand fan, mais j'aimais vraiment ses concerts. C'est-à-dire que en live c'était vraiment de quelqu'un de très puissant en termes de vocal, et il était toujours entouré de très très bons musiciens aussi. C'est-à-dire qu'il y avait Jesse Johnson à la guitare, il y avait Questlove à la batterie des Roots, enfin il y avait toujours des très très bons musiciens, et il a toujours fait des collaborations et des grands artistes. Je pense qu'il y a beaucoup plus de collaborations, on peut faire quasiment 4 ou 5 albums de ces collaborations à gauche à droite, et je pense qu'il y a des choses qui sortiront. Je sais qu'il travaillait sur un album là récemment, donc il est décédé d'un cancer à 51 ans, et je savais pas qu'il était aussi jeune. Oui, très très jeune. Ce qui m'a moyennement étonné quelque part, parce que je le sentais pas en très bonne santé, même quand je l'ai vu il y a 10 ans en concert, quoi. Pour moi il était plus âgé en fait. D'accord. Voilà. Mais bon voilà, hommage à D'Angelo. Voilà. Je vous invite à écouter ces 3 albums. Vaudou, j'ai oublié. C'est Brown Sugar, le premier, Vaudou ouais. Et Black Messiah, le dernier qui est très bien aussi. Voilà. Eh bien écoute, sur cette triste note, mais on rajoutera tout ça dans la playlist. De toute façon, on est vieux, donc maintenant les gens qu'on connaît, ils meurent. On rajoutera, je profite, je rappelle que donc on a une playlist des cultures et des losers du rock. On a une playlist sur notre page YouTube où on met un peu toutes les influences et les morceaux dont on parle dans cette émission sur notre page YouTube, dans la playlist dédiée. Voilà. Belle synchronisation des voilà. Ça veut dire qu'on arrive au bout de l'émission. Je lance le générique. Allez, ficeler les paquets et emballer la joncaille. Eh bien, Louis-Marie, voilà, c'était un plaisir. C'était un plaisir, mais on va se revoir dans 2-3 jours, puisqu'on va voir, il va se passer des choses. Voilà, il va se passer des choses. Donc là, on va sûrement refaire une émission très vite sur les continuations, les suites de la situation politique. On se retrouve samedi prochain, dans la nuit entre samedi et dimanche, ce sera samedi ou dimanche, je ne sais pas encore, pour un nouveau numéro spécial cinéma, qui sera entièrement consacré au cinéma. Avec un invité. Je vais me faire chier. Voilà, on l'enregistre juste derrière ce numéro-là. L'invité arrive, il est là. Et nous, on vous remercie. On vous invite à nous suivre, à vous abonner à notre page YouTube. On en a vraiment besoin. À liker, commenter, écrivez-nous. Si vous voulez participer à l'émission aussi, un petit mail à jamaipodcast@gmail.com. Si vous voulez intervenir sur un sujet, ça peut se faire. Si vous voulez réagir. On en avait parlé, ou j'ai oublié, quelqu'un avait le même a trouvé encore une référence. Oui, on a encore, c'est Gilles Moreau. C'est Gilles Moreau, et donc on lui doit 2 bières. Ouais, heureusement que tu habites loin, Gilles. On lui a envoyé un pack, un petit tonneau. Un tonnelet. Un tonnelet. Donc voilà, on se retrouve samedi. Merci, c'était Jamais trop passé, numéro 20. À bientôt. Bravo, tenez-vous bien.